Les prévisions du gouvernement sont trop optimistes, donc on va rentrer en récession et le budget va aggraver les choses. Pas très optimiste, j'ai envie de poser la question à Jean-Didier Berger, qui est député droite républicaine, qui défend le travail de Michel Barnier. Bon, enfin bon, visiblement, les patrons sont inquiets du budget Barnier. Oui, mais je comprends que les patrons puissent être inquiets parce qu'il a été fait pendant très longtemps dans notre pays, pendant des décennies, n'importe quoi. Et aujourd'hui, qu'on doit réparer les dégâts et remettre de l'ordre, effectivement, il faut prendre des mesures qui ne sont pas toujours très populaires. Au détriment de la croissance, c'est pas une bonne idée. Franchement, ça fait depuis 5 ans, on a dépensé 300 milliards d'euros de plus par an. Est-ce qu'on a une croissance de champion du monde? Est-ce qu'on a une super croissance? Si dépenser toujours plus et par ailleurs mettre toujours plus d'impôts, ça a apporté de la croissance, on le saurait parce qu'on est les meilleurs dans les deux domaines. La dépense publique, d'une part. Oui, c'est un budget et les qui impôts, augmente les impôts. part. Donc vous continuez finalement ce Oui, qu'on mais a fait. alors heureusement, bien moins que ce qui a été voté par le Rassemblement national et la France insoumise. Oui. Là, et puis ce sont des mesures, comme l'a dit Michel Barnier, temporaires et exceptionnelles. Voilà, donc si elles ne sont pas dénaturées par tous ceux qui ouvrent la boîte à Pandore fiscale, tous ceux qui créent des monstres nouveaux, surtout sur n'importe quoi, et d'ailleurs pas simplement sur les entreprises, mais surtout sur les Français, sur leur épargne, leur résidence principale, leur résidence secondaire, sur tout ce qui bouge dans notre pays. Vous dites quoi, Monsieur Martin, pour le rassurer? Parce qu'il n'est pas du tout rassuré par ce budget. Mais je leur dis surtout, nous on est là parce pour que faire vous en sorte attaquez que à la dépense publique... vous vous attaquez aux exonérations sociales, notamment sur les bas salaires. Vous vous attaquez également à l'impôt sur la société. Vous voulez relever tout ça. C'est pas bon pour les affaires. Enfin, Michel Barnier l'a dit, il a fait une V1 en 15 jours. Ah bon. Aucun Premier ministre en France n'a jamais eu aussi peu de temps pour faire une première version de budget. Donc nous, on est en train d'amender, de faire des propositions, des contre-propositions pour faire en sorte d'alléger la barque, de faire en sorte que ça soit plus facile pour tout le monde, y compris pour les entreprises et pour les Français. Mais en face de ça, il faut mettre de la baisse de dépenses publiques. Et je vois qu'on est les seuls à proposer ça. Oui, alors c'est sûr que si on suit le budget du nouveau Fonds populaire, c'est combien? C'est 60 milliards de recettes fiscales supplémentaires. Oui, donc c'est-à-dire vous alourdissez l'imposition dans un pays qui est déjà surchargé d'impôts et de taxes. Oui, peut-être partons de la situation. Vous avez raison. En fait, le budget Barnier, la proposition Barnier est extrêmement récessif pour l'économie. Vous regardez les études. Et la vôtre ne l'est pas. Évidemment, en fait, le sujet pour nous, évidemment, c'est d'aller chercher là où la fiscalité est la moins récessive pour la croissance. Je vous donne un exemple un peu simple qui me vient en tête. Vous prenez la taxe sur les transactions financières, 1,5 milliard par an. Si vous touchez à ça, elle est payée à moitié par les non-résidents. Au lieu de toucher à l'épargne des petits retraités, à la retraite en décalant de 6 mois, évidemment, l'effet récessif sur l'économie, il est moins fort. Vous parliez de la dépense publique. Quand vous touchez à la dépense publique, qu'est-ce que c'est la dépense publique? C'est de la consommation publique et c'est de l'investissement public. Donc, si vous touchez à ça, immédiatement, l'impact, il est total sur la croissance. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à aller chercher les mesures fiscales qui abîment le moins la croissance, qui ne touchent le moins la croissance. Déjà, ça. Et figurez-vous que ça fait aussi de la justice fiscale. Et quand vous disiez, mais 60 milliards, comment vous les trouvez? Je vous rappelle que 60 milliards, c'est ce qu'on a perdu annuellement depuis le début du quinquennat. Le chômage a baissé et la croissance était là. La croissance n'était pas là. Le chômage a baissé dans les mêmes proportions. J'aimerais quand même qu'on le rappelle pour être totalement honnête, dans les mêmes proportions que le reste des pays européens. Et vous avez une augmentation de la dette dans un pays qui avait un chômage très fort. Et dans une augmentation de la dette qui est abyssale. Donc vous avez le taux de pauvreté le plus élevé de l'histoire du pays, le déficit commercial le plus élevé de l'histoire du pays, le déficit public le plus élevé en temps de paix entre guillemets sans temps de crise de l'histoire du pays. Enfin, c'est quoi le bilan économique? Vous trouvez ça bien? Qui est bon pour la croissance. Vous trouvez ça bien? Évidemment que nous, ce qu'on propose, c'est de faire le moins de mal possible à la croissance. C'est évidemment ce qu'on cherche à faire. Gaëtan Mélin, en tout cas, le patron du MEDEF, il n'est pas le seul. Quand on interroge des chefs d'entreprise, ils sont inquiets. Parce qu'au départ, l'idée, c'était, oui, mais on va vous s'attaquer qu'aux grosses entreprises, celles qui ont plein d'argent. Et puis, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait vrai, parce que l'apprentissage, ça concerne beaucoup d'entreprises, les bas salaires également, les aides aussi, l'impôt sur la société. Et donc, il y a un risque de récession? Alors, de récession, non, mais en tout cas, une croissance moins forte que l'anticipe le gouvernement, 1,1%. 1,1, c'est pas non plus beaucoup. Et l'OFCE a fait ses propres calculs et table désormais sur une croissance de 0,8% si on applique le PLF 2025, le projet de loi de finances, en mettant en avant effectivement des mesures qui ont un effet récessif. Et vous parliez tout à l'heure de l'emploi, et bien effectivement, l'OFCE note que par exemple, les mesures sur l'apprentissage, ce serait 55 000 postes qui disparaîtraient
et en apprentissage. Et concernant les cotisations qui vont remonter forcément de la part des entreprises, là aussi ça aura un impact sur l'emploi, on le sait. Ce sont 15 000 postes qui pourraient disparaître. Donc effectivement, il y aura un impact. Est-ce que les entreprises seront en capacité d'absorber ce choc fiscal? On rappelle quand même que depuis 7 ans, les entreprises ont été habituées à une fiscalité justement qui ne bougeait pas. L'idée, c'était la stabilisation fiscale. Bien sûr. Et de toute façon, les entreprises ont toujours dit, et à juste titre, qu'elles avaient besoin de visibilité pour pouvoir investir. Et puis, on a aussi l'attractivité de la France. On le sait pertinemment. Si autant de groupes sont venus en France ces dernières années, c'est parce que justement, il y avait cette stabilité fiscale et sociale. Donc voilà, la donne est différente. Maintenant, il va falloir voir comment les entreprises sont en mesure d'absorber cet impact dans un contexte économique qui est moins très bon, compliqué, effectivement. Christophe Barbier, Barnier fait ce qu'il peut, mais visiblement, il ne rassure pas les entrepreneurs, ce qui est un comble, puisqu'il est quand même plutôt, il vient de droite et il est plutôt là pour les rassurer. Il n'a le choix qu'entre deux mauvaises solutions. Puisque s'il veut rassurer complètement les entrepreneurs, essayer de continuer cette politique de l'offre, il faut qu'il fasse souffrir beaucoup les contribuables et les consommateurs. Et donc, peut-être réduire les dépenses aussi. Oui, ça rendrait quand même impopulaire une partie de son action. S'il veut réduire profondément les dépenses publiques, sans toucher aux services publics, il faut engager une réforme de l'État qui risque, 1, de créer une crise avec les collectivités locales, elle a déjà commencé, 2, de créer éventuellement une crise sociale dans la fonction publique. En a-t-il aujourd'hui la capacité politique ? Et vous on dites voit que bien c'est plus simple d'augmenter les impôts. Non, c'est pas plus simple d'augmenter les impôts parce que si on augmente les impôts, les taxes, non seulement, évidemment, on fait fuir les entreprises, on les décourage, mais une partie des contribuables aussi, les plus aisés peuvent faire de l'évasion fiscale et puis les plus modestes peuvent réduire encore leur consommation, ce qui serait engager un cercle vicieux. Le problème, c'est que peut-être qu'on a manqué de temps dans la campagne législative, mais les tenants d'une politique de la relance, d'une sorte de néo-keynésianisme, ont pas eu le temps de faire leur démonstration, de démontrer que ça pouvait marcher rapidement pour désendetter l'État. Il n'y a aucun pays comparable au nôtre où une telle politique a eu des résultats rapides et efficaces. Comparable au nôtre. Voilà. Les États-Unis ont le dollar. C'est une grande économie. Voilà. Ils ont une dette colossale et ils s'en fichent parce qu'ils ont le dollar. Ils ont le dollar. Donc c'est difficile de comparer. C'est difficile de comparer beaucoup de choses. Donc on est un peu coincé. Notamment sur les prix d'énergie. Je crains qu'il n'y ait pas de bonne solution. La bonne solution, c'est peut-être la patience. C'est-à-dire de commencer par ce que Macron aurait dû faire dès 2017 et qu'il avait promis, une profonde réforme de l'État. Oui, mais on n'a pas le temps, puisque là, il faut rassurer très vite les marchés, puis surtout la Commission européenne. On va acheter du temps. On va acheter du temps de deux manières. D'abord, en montrant qu'on prend la bonne direction et qu'on trouve des recettes pour continuer à payer les intérêts de la dette dans cette période de patience. Puis la deuxième manière d'acheter du temps, c'est de commencer à se dire que le vrai cycle, il s'ouvrira en 2027. C'est là qu'on pourra faire des choses. Il faut attendre. Jean-Didier Berger, ce que je comprends pas, c'est que la droite a déposé beaucoup d'amendements, quasiment plus que l'opposition. C'est bien la preuve d'abord que on est le seul groupe. Vous jouez en fait, vous soutenez Barnier ou ça prouve que la ou alors droite vous essayez de l'aider à gagner du temps, être obligé finalement de passer directement au Sénat pour. C'est une manœuvre, comme le dit Éric Coquerel. Nous, on est là pour soutenir Michel Barnier et pour l'aider à faire une politique de droite. Parce que dans le socle, il y a beaucoup de composantes. Donc si nous, on n'est pas là pour rappeler ce pourquoi Michel Barnier a été choisi, personne ne va le faire à notre place. Deuxièmement, on voit bien qu'en face de nous, on a d'un côté le nouveau Front populaire et la France insoumise, et de l'autre le Rassemblement national, et qu'ils sont main dans la main pour voter un certain nombre de choses qui finalement vont quasiment rendre le 49.3 très populaire, parce que le 49.3 va devenir un outil de protection des Français et des entreprises. Alors, je voudrais vous faire quand même écouter Éric Coquerel. D'accord, mais Éric Coquerel, 20 milliards et qu'ils font 60 milliards, on voit bien qu'il y a intérêt à revenir à la copie initiale. Ça vous arrange. Éric Coquerel, quand même, souligne qu'il y a peut-être une manœuvre de la part de ceux qui soutiennent Michel Barnier en déposant autant d'amendements. On va l'écouter, le président de la commission des finances, le député insoumis. La manière pour le gouvernement de s'en sortir, ça serait d'étendre les débats de manière considérable pour qu'à la fin, il ne puisse pas y avoir de vote à l'issue de l'examen des dépenses, des recettes et des dépenses, pardon. Bien. Nous avons demandé un effort à tous les groupes d'opposition, je dis nous, c'est avec Charles de Courson, qui l'ont fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'amendements déposés par les groupes d'opposition par rapport à l'an dernier, il y a 1800 amendements en moins. Mais force est de constater, ce qui est quand même étonnant, parce que c'est une première, que 45% des amendements viennent des groupes gouvernementaux et que les deux premiers groupes, en termes de dépôt d'amendements, sont la droite républicaine et EPR, à un tiers à eux seuls. Bon, j'espère qu'ils ne tentent pas une opération de blocage, je le dis très clairement.
Voilà, il y a une petite manœuvre qui est en train d'être mise en place. C'est croquignolet d'entendre un insoumis quand même protester contre l'obstruction parlementaire. L'insoumis qui trouve que tout d'un coup, il faut pas trop faire d'amendements parce que il faut laisser le débat se faire. Bah, si vous voulez, en tout cas, c'est vrai que c'est assez évident. C'est-à-dire que l'idée d'aller au Sénat, là où ils se sentent plus en famille, les LR, pour dire les choses simplement, elle est assez évidente. Mais je reviens sur ce que vous disiez sur la protection des Français. Mais pardon, en fait, s'ils protégeaient les Français, c'est leur retirer 4 € de remboursement chez le médecin, 4 milliards d'euros sur l'hôpital, 4 milliards d'euros sur l'hôpital. On fait reporter sur les mutuelles. Et il y a 3 millions de Français qui ne sont pas couverts par une mutuelle et reporter sur les mutuelles. Vous pensez que les mutuelles vont pas augmenter leurs cotisations parce qu'on leur donne 4 € en plus. Donc la mécanique existe, si vous voulez. Je le dis, mais si vous voulez, c'est juste un effet indirect, mais c'est un effet quand même. Les Français sont pas idiots. Si on repasse de 60 milliards d'impôts en plus à 20 milliards, ils comprendront que c'est quand même mieux 20 milliards que 60 milliards. Je pense qu'ils ont très bien compris que les impôts, nous les ciblons. Les impôts, nous les ciblons. Je sais que vous voulez mettre un écran de fumée sur notre politique fiscale en disant c'est des impôts pour tout le monde. Vous savez très bien que c'est faux. Vous savez que c'est vous savez que c'est faux. Que c'est sur les transmissions dorées. Vous savez que c'est sur. Vous savez que c'est sur les résidences secondaires. Vous savez que c'est sur les résidences secondaires. Les résidences principales, les résidences secondaires, l'épargne des Français. Vous savez que c'est sur le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire la fiscalité du capital qu'on veut juste remettre au niveau de la fiscalité du travail. Par exemple, l'assurance vie, c'est pas les plus riches. Non mais attendez, déjà l'assurance vie, il y a un abattement à 200 000 € sur les successions. Donc déjà, il y a 80% des Français qui sont même pas concernés ni de près ou de loin. Et sur la taxe d'habitation, on a été très clair, il n'y a pas eu. Vous regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est pas ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, donc c'est pas le sujet. Donc en fait, la réalité, c'est qu'on a ciblé les choses pour que ça n'entame pas la croissance. Vous racontez que c'est sur tout le monde et n'importe comment. Vous savez très bien que c'est faux, mais vous défendez en effet, vous défendez vos clientèles, donc vos clientèles, c'est-à-dire les plus fortunés de ce pays, et vous les protégez. En effet, le bouclier, il sera pour eux. À la fin, Michel Barnier, il aura protégé les choses. C'est la clientèle que vous défendez. La taxe d'aménagement, qui la paye? Tout le monde. Taxe d'aménagement. Quelle taxe d'aménagement vous parlez? Sur les entreprises? Mais quand on construit sa maison. Mais vous savez qu'elle est à la main de la collectivité, la taxe d'aménagement. Vous avez mis une surtaxe sur la taxe d'aménagement. Vous avez mis une surtaxe sur les droits de succession. Vous avez mis une surtaxe sur la succession, les hautes successions, monsieur. Mais dites la vérité. Dites la vérité quand même. Enfin, c'est quand même plus simple. La vérité, elle est là. Vous voulez 60 milliards de dépenses en moins. Vous avez mis sur la santé, sur l'école. On n'est pas passé de 20 milliards d'impôts à 60 milliards d'impôts par magie. On est passé de 20 milliards à 60 milliards. Déjà, le rapporteur général du budget dit 14 milliards. Donc, on n'entend rien. N'importe quoi. Même les Français de l'étranger, vous avez trouvé un moyen d'essayer de les taxer davantage. Vous avez proposé de taxer tout le monde. Même les transmissions des entreprises familiales, vous proposez aussi de les surtaxer. C'est sûr que c'est bien les modèles Lagardère où on transmet à quelqu'un qui est incapable de gérer l'entreprise. Vous avez raison, c'est vraiment une belle manière de gérer le capitalisme et la méritocratie. Je comprends que vous soyez gêné, mais je suis pas gêné, je suis juste attristé par la manière. Mais attendez, ça vous arrange. Et tout le monde. Finalement, ça vous arrange. Tout le monde. Tous ces impôts supplémentaires, comme ça, vous pouvez apparaître comme étant raisonnable avec finalement moins d'impôts. Mais je suis désolé, c'est la vérité. Donc à un moment donné, et de toute façon, il suffit d'aller regarder le programme du nouveau Front populaire tel qu'il a été présenté au mois de juin dernier. Tout était déjà dedans. Il voulait taxer tout et tout le monde pour faire encore davantage de dépenses publiques. Maintenant qu'on est là, on propose de baisser la dépense publique. Ils essaient de nous bloquer et ils proposent de rajouter 60 milliards d'impôts en plus. Ça finira par un 49.3. Mais ça va devenir une façon de protéger tout le monde et je crois que ça va devenir une nécessité. C'est surtout dommage que le débat budgétaire, et c'est pas de votre faute, commence par la partie recettes. Si ça commençait par la partie dépenses, où est-ce que l'on coupe? Ça serait un casse-tête. Oui, mais ça serait beaucoup plus intéressant pour les Français. Où est-ce que l'État se montre vertueux en économie? Quel effort il demande en baissant des dépenses publiques? Quels moyens il a que les collectivités locales participent à cet effort? Et une fois qu'on a baissé les dépenses, pour ceux qui manquent, on voit s'il faut augmenter les recettes. Et là, ça marche pas comme ça. Voilà, ça c'est le budget Barnier, peut-être un jour. C'est la Constitution. Le budget Barnier plutôt que le budget Barnier. Bon, merci. Protéger la France des calamités. Merci à tous.